Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, la conjoncture reste morose. Pourtant, des entreprises vendéennes sont prêtes à recruter. Exemple avec l'une d'entre elles basée à Saint-Aubin-de-la-Plaine. J-15 avant le bac, mais comment retenir tous les cours ? Eh bien pour ceux qui mémorisent grâce au visuel, il existe le mind mapping, une histoire de cercles, de traits et de couleurs, vous le verrez. Ils observent et surtout dessinent la nature. Ces randonneurs participent là à un atelier rando-croquis, l'occasion de voir autrement la faune et la flore qui les entourent. Ce premier trimestre 2015 signe une légère reprise d'activité et d'après les statistiques, plus qu'ailleurs dans notre région, les entreprises vendéennes seraient prêtes à recruter ces prochains mois. Un groupe implanté notamment à Saint-Aubin-de-la-Plaine n'a pas attendu et recrute déjà. Reportage de Carl Laboureux. Il faut lancer la production de la filière. La holding Finéral, c'est l'histoire d'un couple et d'un matériau, l'aluminium, sur lequel Régine et Thierry Corr ont tout misé il y a une douzaine d'années lorsqu'ils ont quitté la Bretagne pour s'implanter en Pays de la Loire. Lorsque nous étions à Fougères, on s'est aperçu que la dominante du marché était dans l'arc atlantique. Tous les jours, nous avions des camions qui livraient les Pays de Loire, si vous voulez. Et notamment la Vendée, l'Aluminium Vallée, puisqu'avec ses fabricants de vérandas ou encore de mobil-home, le département est l'un des plus importants consommateurs d'alu de l'Hexagone. En Vendée, les entreprises sont très performantes. Il y a de belles entités qui ont su se développer dans ce domaine d'activité, déjà il y a longtemps, une vingtaine d'années. Et l'aluminium est quand même, si vous voulez, sur une phase plutôt ascendante que descendante. Un secteur qui permet à la holding, aujourd'hui composée de deux sociétés, Rénal et Algis, de continuer à se développer. En 12 ans, la masse salariale a été multipliée par 5. Elle emploie actuellement près de 95 salariés. Et elle ne compte pas s'arrêter là, puisqu'une troisième entité, Aluminia, est en cours de construction. Ici, en fin d'année, la société produira elle-même ses profilés avec de la matière brute. Malgré la conjoncture qui pousse bien souvent les entrepreneurs à l'attentisme, le couple préfère ainsi innover et investir, même prudemment. Lorsqu'on n'est pas un groupe, avec fort développement national ou européen, eh bien on ne va pas plus vite qu'il ne faut. Et je pense que en fait, nous avons créé la société de logistique et maintenant, dans le prolongement, nous créons, parce que nous en avons la possibilité financière, de créer cette nouvelle structure Aluminia. Aluminia qui est le plus gros investissement de la holding, 15 millions d'euros et qui emploiera 15 personnes au démarrage, puis courant 2016 jusqu'à 70 nouveaux salariés dont les recrutements ont dès à présent commencé. Et malgré une légère reprise en ce début d'année, les entreprises ont besoin de confiance pour se projeter et surtout s'engager. Il faut dire que l'année 2014 a été difficile pour de nombreux secteurs. C'est ce que confirme d'ailleurs une étude de l'INSEE dont nous vous parlions hier. Le détail avec Samuel Grasset. Pour l'agriculture des Pays de la Loire, c'est du côté de Moscou qu'il faut aller chercher les raisons d'une année en demi-teinte. L'embargo russe a freiné l'export et accru la concurrence avec les pays européens. C'est le cas notamment des producteurs de pommes et de poires. Malgré une récolte de qualité, les prix n'ont pas augmenté. Les éleveurs porcins de la région ont également été particulièrement touchés par la baisse des cours. Baisse des prix qui s'explique aussi par des récoltes abondantes pour les légumes, les céréales, en raison du soleil et de beaucoup de pluie. La météo qui n'a pas découragé, elle, les touristes. Bien au contraire, les campings de Vendée ont enregistré 7,6 millions de nuitées l'an dernier, une hausse de 4,5%. Hausse de la fréquentation aussi dans les hôtels, plus 3,1%. Le tourisme se porte toujours bien. La première économie du département a été stimulée l'an dernier par les Français, les Belges et les Néerlandais. Des engins de chantier en action, cette image est restée rare l'an dernier. Le bâtiment a souffert. En Vendée, le nombre de permis de construire délivrés a baissé de plus de 10%. Résultat, dans la région, le nombre de salariés du BTP inscrits au chômage a grimpé de 9,8% en un an. Et l'INSEE ne prévoit pas de reprise cette année, malgré les taux d'intérêt au plus bas qui devraient rester stables d'ici la fin de l'année. En résumé donc, 2014, année morose, 2015, année plus rose selon l'INSEE. Les prévisions de croissance ont été revues à la hausse. Elles devraient atteindre 1,5% dans la zone euro
euros et dépassé 1% en France. La consommation des ménages continue de soutenir l'économie, manque l'investissement des entreprises. Mais selon l'INSEE, dans l'industrie, les entreprises devraient de nouveau investir cette année. Et la relance de l'activité passe également par le numérique. Le Pays des Olonnes s'engage donc dans cette voie en proposant un pôle consacré à ce secteur. Un data center s'y est d'ailleurs implanté. En français, on parle de centre de données. L'inauguration du site s'est déroulée cette semaine. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. Alors concrètement, il s'agit d'un bâtiment avec plusieurs grandes armoires. À l'intérieur, on y retrouve des milliers de données numériques. Pour comprendre, il faut savoir qu'un data center est utile pour toutes les entreprises qui auraient besoin de stocker ou d'archiver. Et plutôt que de garder des données sur les ordinateurs de la société, elles sont envoyées dans ce bâtiment pour une meilleure sécurité. On écoute le député maire d'Olonne-sur-Mer. C'est la locomotive de ce pôle d'économie numérique, le data center, qui ouvre ses portes à ses clients et qui servira de locomotive pour l'ensemble des entreprises du secteur. On a des nouveaux terrains qui sont à vendre, certains sont déjà vendus et on enchaîne comme ça avec l'arrivée du très haut débit sur le Pays des Olonnes entre 2015 et 2020. Donc nous sommes en train d'écrire le développement numérique du Pays des Olonnes. Les communautés de communes de Roche-Servière et de Montaigu vont fusionner. Ce mariage concernera 16 communes, vous le voyez sur la carte. L'annonce a été faite cette semaine par les 2 présidents des communautés de communes. Vous le voyez également sur ces images. Les 16 villes concernées ne formeront donc plus qu'un seul territoire de 45 000 habitants. Il n'y aura donc plus qu'une seule collectivité. Cette décision devance de quelques semaines la loi NOTRe qui devrait entrer en vigueur au début de l'été. Rappelons que la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation du territoire de la République. Cette loi NOTRe prévoit donc que les intercommunalités, les communautés de communes donc, comptent au moins 20 000 habitants. Cette fusion était donc essentielle pour la communauté de communes de Roche-Servière qui représente aujourd'hui un peu moins de 12 000 habitants. On écoute les 2 présidents. La loi va obliger les territoires à s'organiser autrement. Nous avions vraiment envie de dire tout de suite avec qui nous souhaitions travailler. Et Roche-Servière et Montaigu, nous avions envie de dire tout de suite, oui, nous voulons nous marier et travailler ensemble. On a regardé ensemble les compétences qu'avaient les 2 communautés de communes et on s'est aperçu qu'elles étaient assez proches. Donc c'est aussi pour ça que nous avons souhaité commencer le travail dès maintenant pour envisager ce rapprochement dans le cadre de la loi, bien sûr, qui nous l'impose, au moins nous, pour le territoire de Roche-Servière. Dans 2 semaines, c'est le bac. Les premières épreuves débuteront le mercredi 17 juin. Il reste donc moins de 15 jours pour les révisions. Beaucoup de jeunes misent donc sur des fiches, mais il existe d'autres façons d'apprendre et surtout de retenir. Exemple avec le mind mapping, que l'on pourrait traduire par carte mentale en français. Une solution idéale pour les bacheliers qui auraient une mémoire visuelle. À l'occasion des révisions, nous avons donc suivi un formateur chez une candidate au bac. Regardez. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec les cartes mentales ? Là, j'aimerais bien l'utiliser pour un devoir d'SVT. Okay. Depuis 1 an, Lison, 17 ans, utilise la technique du mind mapping. Aujourd'hui, la jeune lycéenne va retranscrire son cours de biologie en carte mentale. Une méthode de mémorisation adéquate en milieu scolaire. Ce que j'ai souhaité au niveau des jeunes, c'était de leur permettre d'apprendre à apprendre. Puisque souvent, ils n'ont pas de méthode où ils apprennent en bachotant, comme on dit. Et donc là, l'idée avec le mind mapping, c'est de leur permettre de se poser avec ce système-là et de leur permettre de développer leur mode d'apprentissage les uns et les autres. Cercles, mots-clés et flèches apparaissent progressivement, sans oublier l'usage de couleurs, des procédés qui permettent de créer des images mentales. Je vois tout de suite mon schéma dans ma tête, je vois le mouvement en fait. Parce que ça me permet de faire la relation. Et je peux donc, dans l'écrit, retranscrire plus facilement et expliquer. Parce que je le comprends. Pour 200 €, Lison a suivi une formation sur 2 jours avec toute sa famille. Une action collective essentielle pour la maman de la jeune fille. Je pense qu'il y a quand même besoin d'un accompagnement pour le faire rentrer dans la méthode familiale d'apprentissage, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose de toute façon qui se partage avec l'enfant. Créé dans les années 70 par le psychologue Tony Buzan, le mind mapping fait partie intégrante du système éducatif finlandais. En France, la méthode commence à apparaître avec quelques professeurs soucieux de transformer les techniques d'apprentissage.
Ces chiffres à présent. Depuis le début de l'année, 16 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Et parmi les victimes, 4 d'entre elles étaient en 2 roues. Les opérations de sensibilisation se poursuivent donc notamment chez les jeunes. Exemple avec cette semaine de sécurité routière qui vient de se terminer. 300 élèves de La Roche-sur-Yon ont donc pu se tester à la conduite du scooter et même du 125. Reportage de Pierre Dalicieux. Vas-y, accélère ta main droite. Progressivement, doucement. Il y a encore un peu de route avant la parfaite maîtrise de cette moto, mais peu importe, ces jeunes sont bien là pour apprendre. Du scooter au 125 cm3, normalement autorisé qu'à partir de 16 ans. Mais ici, exceptionnellement, tout est permis. Comme on a un circuit fermé et sécurisé, on a le droit. C'est pour les habituer à gérer un peu la puissance et à passer les vitesses. Débrayer, ça leur permet d'avoir une maniabilité sur des engins un peu plus lourds que des scooters ou des 50 cm3. Ces jeunes évoluent librement ou assistés d'un formateur, c'est selon le niveau. Le but, corriger les erreurs de freinage, d'accélération ou encore d'inattention. Les comportements, la pratique, enfin bon, on va dire la familiarisation avec les commandes, principalement l'embrayage sur les motos à vitesse, bon, les scooters un peu le contrôle de l'accélération. Et justement, ce jeune vient de faire l'erreur du débutant. Heureusement, la piste est prévue pour ça. En fait, je me suis trompée entre accélérer et désaccélérer. On ne l'y reprendra plus, d'ailleurs il ne sera pas le seul à commettre quelques écarts. Mais ici, pas de répression, uniquement de la prévention et de précieux conseils qui peut-être pourront sauver des vies une fois ces jeunes lâchés dans la nature. Le comportement du jeune en général qui vient d'obtenir son sésame pour conduire sur la route, c'est vrai que ce comportement-là, c'est une sensation de liberté, c'est la première fois qu'il va être autonome aussi. Donc par rapport à sa famille, il va pouvoir se déplacer, aller à l'école, aller voir les copains, aller boire un coup, aller au cinéma, tout ça en ville. Il a une autonomie qui fait ce sentiment de liberté. En fait, on oublie ce qui se passe autour. Voilà. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre le doigt dessus, parce que c'est vrai que c'est même sans ne pas avoir conscience des risques. À la sortie, ces petits permis symboliques uniquement. Si ce n'est pas déjà fait, ces jeunes devront tous passer le BSR pour pouvoir circuler sur la voie publique. Je vous présente la carte et tu pourras rouler avec nous. Biotopia accueille le public depuis un mois. Rappelons que ce nouveau site basé à Notre-Dame-de-Mont est consacré au monde du littoral et de la forêt. Et pour qu'il soit accessible à tous, Biotopia s'est adapté aux différents handicaps, notamment pour les personnes à déficience visuelle. Visite avec Anne-Lise Vinet. Avant de commencer la visite, Jean-Pierre et Paul sont déjà sollicités pour un dernier test. Je sens bien les bords qui sont bien saillants, pas assez rugueux pour qu'on puisse se blesser en touchant. Les rainures, par contre, il faudrait un petit peu améliorer le toucher des rainures parce qu'elles ne sont pas assez détectables. Un avis important pour Biotopia, puisque depuis 1 an, le site travaille en collaboration avec cette association de déficients visuels, à la fois sur le toucher des objets, mais aussi sur l'audio-description. Nous avons validé avec eux toute la trame en fonction du film, en fonction des contenus. Nous avons également travaillé avec eux sur les maquettes. Donc ils nous ont aidés à choisir les textures, les représentations du profil de la dune ou encore de la maquette de la plage. Chemin d'accessibilité, indicateurs sonores ou encore panneaux d'indication en braille, l'exposition est adaptée aux malvoyants tant sur le fond que sur la forme. Le braille est quelque chose d'important à garder et à conserver, mais qui malheureusement est de moins en moins utilisé. On utilise beaucoup plus tout ce qui est audio, audio-description, tactile, touché, que le braille. Alors là, on se croirait sur la plage, là. Du tactile, bien sûr, mais aussi des odeurs à sentir. Un test pas si facile que ça. Moi, je sens les algues. Je sais pas. Il y a le cyprès, là, c'est ça, hein, qui était le plus odorant, mais autrement, le reste, je sais pas. J'aurais sûrement pas deviné si vous me l'aviez pas dit. À ce jour, Biotopia est le premier site touristique vendéen à travailler avec des associations spécialisées dans le handicap sur l'accessibilité.
On peut donc découvrir le littoral grâce au site Biotopia, on vient de le voir, mais on peut également profiter de l'environnement en le dessinant. La preuve, dans le sud de notre département, des randonnées sont proposées, mais avec des feuilles et un crayon sous le bras. Cyril Guillet a retrouvé ces artistes randonneurs quelques minutes avant leur départ. Quand on fait du croquis, on va essayer de ne pas trop appuyer sur son crayon. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas faire des choses comme ça sans lever le crayon, d'accord ? On va essayer d'avoir... Après quelques consignes et quelques essais sur le papier, le petit groupe présent ce matin-là prend la direction d'une des mares du Marais de la Vacherie à la recherche de modèles à croquer, en l'occurrence ici des grenouilles vertes. C'est un petit peu capricieuse, donc via du matériel optique, on arrive quand même à avoir des animaux en proximité, et puis des grenouilles qui sont dans leur milieu, dans leur mare là en l'occurrence. Elles prennent des positions différentes, elles sont tantôt dans l'eau, tantôt émergées, tantôt elles chantent, ça met l'ambiance. Donc ça permet aux gens d'appréhender les animaux dans leur milieu naturel. Il y en a une qui est sur une petite tige de végétation, là, puis une autre encore plus à droite qui nous regarde, qui est de face. En lien avec la LPO qui fête ses 20 ans cette année, ces randos croquis animés par Fleur Labeur offrent aux participants la possibilité de poser un regard différent sur la biodiversité de ce marais. Ça permet de rentrer dans le détail, je trouve, en fait, et d'ouvrir le regard en fait, sur des choses qu'on ne prend pas le temps de regarder. Et pour ce qui est du croquis, toute la difficulté tient au fait que le modèle peut lâcher la pose à tout moment. Mais quand on est sur un sujet qui bouge, voilà, il faut s'adapter. On commence le croquis, hop, la grenouille a bougé, on arrête le croquis qu'on était en train de faire, on la redessine sur une autre position. Et si elle reprend la pose qu'on avait amorcée au début, on vient refinir le dessin. Ou des fois, on le laisse inachevé. Voilà. C'est la beauté du travail en extérieur, c'est qu'on est sur du mouvement. Et là, on a fini le dessin de base et puis on va essayer de rendre ça vivant. Après le tracé vient le temps de la couleur. Et telle une prise de notes, le carnettiste emmagasine des informations sur le papier, des éléments qui pourront lui servir plus tard pour un travail plus poussé en atelier. Quand on fait du carnet, on croque, on met en couleur, on écrit des petites choses, on va prendre une petite feuille qu'on va venir coller. Si on est en bord de mer, on va dans un petit sachet, on va mettre un peu de sable qu'on va venir agrafer à notre planche de carnet. Si vous aussi vous souhaitez faire parler votre créativité, Fleur Labeur propose des rendez-vous croquis tout l'été. Et en attendant la prochaine sortie Rando Croquis du 13 juin, vous allez déjà pouvoir profiter de la nature puisque demain sera estival. La journée débutera déjà sous un grand soleil et les températures ne cesseront de monter pour dépasser les 30 degrés dans les terres. C'est donc avec cette très bonne nouvelle que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain.